Alerte de juin 2019. Bienvenue à l'écoute du magazine audio Alerte numéro 6 de juin 2019. Nous vous présentons l'actualité du mois en matière fiscale, juridique et sociale. Ce magazine est principalement consacré aux mesures fiscales et sociales de l'importante loi Pacte. Nous vous en présenterons les très nombreuses mesures touchant aux droits des affaires et des sociétés dans le prochain magazine de juillet. Nous vous indiquerons aussi dans ce magazine ce qu'il faut retenir de la loi de la réforme de la justice et de la loi de simplification du droit des sociétés. Passons d'abord en revue l'actualité fiscale. Loi Pacte. La loi Pacte du 22 mai 2019 comprend un grand nombre de mesures fiscales, juridiques et sociales en faveur d'un plan d'action pour la croissance et la transformation des entreprises. Simplification des seuils d'effectifs. Concrètement, la loi Pacte introduit un mécanisme unifié de décompte des effectifs, l'effectif sécurité sociale devenant la référence et qui est favorable aux entreprises. Du coup, sont concernés certains dispositifs fiscaux comportant des seuils, CFE, ZFU, etc., auxquels sont désormais appliqués le mécanisme unifié de décompte des effectifs et les règles d'atténuation des effets de seuil. De fait, la loi opère une rationalisation des niveaux de seuil d'effectifs en privilégiant les seuils de 11, 50 et 250 salariés. Certains seuils sont ajustés, d'autres sont relevés et le nombre de ceux fixés à 20 salariés est réduit. Notez que le mandataire social ne doit pas être pris en compte dans le calcul des effectifs, quel que soit le statut de l'entreprise. La loi prévoit un mécanisme générique de lissage de l'effet de seuil à la suite du franchissement, à la hausse ou à la baisse, d'un niveau d'effectif. Ainsi, le franchissement à la hausse d'un seuil d'effectif salarié est pris en compte lorsque ce seuil a été atteint ou dépassé pendant 5 années civiles consécutives. Par exception, l'obligation de se doter d'un règlement intérieur dans les entreprises d'au moins 50 salariés s'applique au terme d'un délai de 12 mois à compter de la date à laquelle ce seuil a été atteint. Notez que le franchissement à la baisse d'un seuil d'effectif sur une année civile aura pour effet de faire à nouveau courir la règle de prise en compte du franchissement à la hausse. La réforme entrera en vigueur le 1er janvier 2020, sous réserve de quelques exceptions. Les dispositifs actuels de lissage sont maintenus à titre transitoire et le nouveau mécanisme de limitation des effets de seuil ne s'appliquera pas aux entreprises déjà assujetties en 2019. Un grand nombre de dispositifs fiscaux sont concernés par le décompte des seuils. Ainsi, par exemple, en matière d'impôt sur les bénéfices, le seuil d'effectif en deçà duquel le régime d'exonération d'impôt sur les bénéfices en faveur des entreprises implantées en zone franche urbaine, territoire d'entrepreneurs peut s'appliquer, est abaissé de 51 à 50 salariés. Le nouveau décompte unifié de l'effectif pour apprécier le respect du seuil de moins de 11 salariés impacte notamment les régimes des zones de revitalisation rurale et de restructuration de la défense, de même que le crédit d'impôt pour investissement en Corse au taux majoré de 30%. Quant au seuil de 50 salariés pour l'option des sociétés de capitaux pour le régime des sociétés de personnes, il doit désormais aussi respecter le nouveau décompte unifié de l'effectif. Réforme du PEA. Avec 5 articles de la loi Pacte qui lui sont consacrés, le plan d'épargne en action est sensiblement réformé avec l'idée maîtresse d'assouplir son fonctionnement. Rappelons que le PEA permet aux particuliers résidant en France
de se constituer un portefeuille d'actions d'entreprises européennes tout en bénéficiant d'une exonération d'impôt sur les dividendes et les plus-values, à condition de n'effectuer aucun retrait pendant 5 ans. En cas de retrait après 5 ans, l'imposition se limite aux prélèvements sociaux. Après 8 ans, le titulaire peut opter pour le versement d'une rente à vie défiscalisée. La loi Pacte permet aux jeunes de 18 à 25 ans, à la charge de leurs parents ou aux mineurs émancipés, d'ouvrir un PEA. Par ailleurs, la loi Pacte facilite les retraits partiels, puisque les retraits et les rachats partiels après 5 ans de fonctionnement du plan sont maintenant autorisés, sans entraîner sa clôture ni le blocage des nouveaux versements. Notez aussi qu'avant 5 ans, et par dérogation à la règle selon laquelle tout retrait ou rachat partiel avant l'expiration de la 5e année du PEA entraîne la clôture du plan, la loi Pacte prévoit que le plan n'est pas clos lorsque le retrait ou le rachat résulte de certains événements exceptionnels affectant le titulaire du plan ou son conjoint ou partenaire de Pacs. Sont visés le licenciement, la mise à la retraite anticipée ou l'invalidité de 2e ou 3e catégorie. Lorsque le retrait ou le rachat n'entraîne pas la clôture du plan, le gain net imposable à l'impôt sur le revenu est alors déterminé selon les mêmes modalités que les prélèvements sociaux, au prorata du montant retiré par rapport à la valeur liquidative totale du plan. Il faut souligner qu'en cas d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre d'une société dont les titres figurent sur un PEA, la loi Pacte autorise l'épargnant à retirer les titres de cette société sans que ce retrait n'entraîne la clôture du plan ni le blocage des versements. Aucun frais ne peuvent être facturés au titre de ce retrait. S'agissant des plafonds de versement pour le PEA PME-ETI, ils sont revus à la hausse. Le plafond passe de 75 000 € à 225 000 €. Mais pour les personnes qui possèdent à la fois un PEA classique et un PEA PME-ETI, la somme des versements en numéraire effectués sur ces deux plans ne peut pas excéder la limite de 225 000 €. Enfin, le PEA PME-ETI est désormais ouvert au financement participatif et aux obligations remboursables en actions non cotées. En conséquence, les instruments de dette, titres participatifs, obligations à taux fixe et mini-bons, commercialisés par les plateformes de financement participatif, crowdlending, peuvent désormais être logés dans un PEA PME-ETI. Transfert des contrats d'assurance vie. La loi Pacte favorise les transformations des vieux contrats d'assurance vie en des contrats plus rémunérateurs. Ainsi, il est désormais possible de transférer, sans perte de l'antériorité fiscale, un contrat multisupport peu performant en un nouveau contrat multisupport ou en eurocroissance plus rémunérateur. La loi Pacte crée un nouveau régime pour les contrats euro-croissance dans lequel la rente ou le capital garanti sont exprimés uniquement en part de diversification avant l'échéance et donnent lieu à une garantie à l'échéance exprimée en euros. Le passage de l'ancien vers le nouveau régime est neutralisé fiscalement. La nouvelle loi met également en place un dispositif incitatif pour les transferts vers les nouveaux plans d'épargne retraite dont la création est prévue d'ici 2020. Il se traduit par l'application d'une exonération à hauteur de 9 200 € ou 4 600 € cumulables avec l'abattement déjà prévu pour l'ensemble des contrats d'au moins 8 ans. Pacte Dutreil, fonds de pérennité. La loi Pacte institue un nouvel instrument de détention et de transmission du capital, le fonds de pérennité, qui a pour objectif la stabilité des entreprises sur le long terme.
Il s'agit de permettre la poursuite du développement économique d'une ou de plusieurs sociétés commerciales dont les parts ou actions sont apportées à titre gratuit et irrévocable au fonds et dont celui-ci devient l'actionnaire inamovible, les titres transférés étant en principe inaliénables. Dans ce contexte, les apports de titres réalisés par les fondateurs d'un fonds de pérennité bénéficient de l'exonération partielle à hauteur de 75% de leur valeur dans les conditions du pacte Dutreil, ce qui permet, notez-le, de réduire les droits dus lors de la transmission par succession ou par donation de la société. Délai de déclaration des créances fiscales à la procédure collective. Pour les procédures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ouvertes à compter du 1er janvier 2020, le Trésor public disposera de délais distincts pour émettre le titre exécutoire concernant les créances qu'il a initialement déclarées à la procédure à titre provisionnel, en tenant compte notamment de l'existence ou non d'une procédure de contrôle de l'impôt. Voici l'actualité sociale du mois, elle aussi dominée par la loi Pacte. Épargne salariale. La loi Pacte prévoit que chaque branche professionnelle doit ouvrir et conclure d'ici au 31 décembre 2020 une négociation en vue de la mise en place d'un régime d'intéressement, de participation ou d'épargne salariale adapté aux spécificités des entreprises employant moins de 50 salariés. Pour cela, des accords types négociés au niveau de la branche et adaptés au secteur d'activité faciliteront le déploiement de ces dispositifs dans les PME. Ces modèles simplifiés d'accords seront mis en ligne sur le site du ministère du Travail. Les PME qui ne disposent pas de services juridiques spécialisés pourront opter pour l'application directe de l'accord type négocié au niveau de la branche. À retenir, la loi étend aux partenaires liés par un PACS au chef d'entreprise les dispositions prévues pour le conjoint marié, lui permettant de bénéficier de l'intéressement, de la participation et d'un PEE. L'obligation de mise en place de la participation dans l'entreprise est atténuée. Elle ne s'applique qu'à compter du premier exercice ouvert après une période de 5 années civiles consécutives, durant lesquelles l'effectif est d'au moins 50 salariés. La loi permet par ailleurs une répartition plus égalitaire de la participation lorsqu'elle est proportionnelle au salaire, en baissant le plafond à 3 fois le montant du PAS, le plafond annuel de la sécurité sociale. La loi rend l'intéressement plus attractif en relevant le plafonnement de la prime aux 3/4 du PAS et en permettant une redistribution immédiate du reliquat de la prime d'intéressement, cette redistribution étant calquée sur celle qui existe en matière de participation. L'accord d'intéressement peut désormais prévoir que la répartition proportionnelle au salaire retient pour le conjoint collaborateur ou associé du chef d'entreprise un montant qui ne peut excéder le quart du PAS. De plus, la formule de calcul de l'intéressement peut maintenant intégrer des objectifs pluriannuels de performance. Notez enfin que peut être mis en place un intéressement lié à un projet interne à l'entreprise et non plus seulement à un projet avec d'autres entreprises. Plan d'épargne salariale. Même en l'absence de contribution du salarié, l'employeur peut maintenant effectuer des versements unilatéraux sur le PEE qui sont soumis au même régime social et fiscal que les abondements. Le PEE peut être alimenté de manière unilatérale dans le cadre d'un nouveau dispositif de partage de la plus-value de cession des titres avec les salariés. Ainsi, un ou plusieurs détenteurs de titres d'une société peuvent s'engager à partager avec les salariés de cette société, et le cas échéant des sociétés la contrôlant ou contrôlées par elles, une partie de la plus-value de cession ou de rachat des titres
au jour où la cession ou le rachat aura lieu. La mise en place de fonds communs de placement d'entreprise de reprise est facilitée par la loi Pacte. L'implication de 10 salariés au moins est requise contre 15 auparavant, ou, lorsque l'effectif de l'entreprise ne dépasse pas 50 salariés, de 20% des salariés au moins contre 30% au moins auparavant. De plus, la durée minimale de détention de ces fonds est abaissée de 5 ans à 3 ans, hors cas de déblocage anticipé. Et surtout, les plafonds de versement sont fortement relevés. La limite annuelle des versements des bénéficiaires sur un PEE est ainsi portée à une fois la rémunération annuelle ou le revenu professionnel soumis à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente, lorsque ces sommes sont affectées à un FCPE de reprise, contre un quart actuellement. Important, la mise en place d'un PERCO n'est plus conditionnée à l'existence d'un PEE ou d'un PEI bénéficiant aux salariés de l'entreprise. Ainsi, la loi Pacte facilite la mise en place du PERCO, produit d'épargne longue, dans toutes les entreprises qui le souhaitent. Il faut signaler que l'information des bénéficiaires d'un PEE est renforcée par la mise en place obligatoire d'un relevé annuel de situation et d'une aide à la décision. Actionnariat salarié. Les conditions d'attribution d'actions gratuites sont assouplies. La loi prévoit, pour l'application du plafond distribuable de 10% du capital social, ou 15% dans les micro-entreprises et PME qui ne sont pas cotées, de ne plus comptabiliser pour l'application de ce plafond les actions gratuites qui n'ont pas été définitivement attribuées au terme de la période d'acquisition, ni celles qui ne sont plus soumises à l'obligation de conservation. Ainsi, après un certain délai, les actions attribuées par le passé ne sont plus prises en compte pour apprécier le respect du plafond. L'objectif est d'éviter les situations de blocage et de permettre à la société de recourir de nouveau à un plan d'attribution d'actions gratuites. Pour toutes les entreprises de plus de 50 salariés, le forfait social sera abaissé à un taux de 10% pour les abondements de l'employeur lorsque le salarié investira dans les produits d'actionnariat salarié. Toujours pour favoriser l'actionnariat salarié, les sociétés par actions simplifiées peuvent désormais proposer des titres à leurs dirigeants et salariés. Dans le cadre d'une augmentation de capital réservée aux adhérents du PEE, le prix de souscription des titres peut être plus avantageux qu'auparavant. Enfin, la loi Pacte autorise la rémunération des membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance d'une société anonyme ou de tout organe statutaire équivalent dans une SAS en bons souscription de parts de créateurs d'entreprise, BSPCE. Ces derniers étaient jusqu'alors réservés au personnel salarié et aux dirigeants soumis au régime fiscal des salariés. Épargne retraite. La loi Pacte initie une réforme d'ensemble de l'épargne retraite devant être parachevée par ordonnance. Cette réforme vise ainsi à harmoniser la réglementation applicable aux produits d'épargne retraite en établissant des règles dont certaines sont communes à l'ensemble des produits et d'autres sont communes aux produits individuels d'une part et aux produits collectifs d'autre part. L'offre de produits proposée indifféremment par un assureur ou un gestionnaire d'actifs sera organisée selon l'architecture suivante. Un produit individuel dénommé Plan d'épargne retraite individuel ou PERIN prenant la succession du PERP et du contrat Madelin. 2 produits collectifs, un produit universel, c'est-à-dire proposé à l'ensemble des salariés d'une entreprise, comme le PERCO, alimenté par la participation, l'intéressement, les abondements de l'employeur et les versements volontaires, et un produit catégoriel pouvant être proposé à certaines catégories objectives de salariés,
comme les contrats article 83, alimentés par des cotisations obligatoires et des versements facultatifs. Dans ce cadre, tous les droits en cours de constitution sont transférables vers tout autre plan d'épargne retraite, sans modification des conditions de leur rachat ou de leur liquidation, à quelques exceptions près. Les frais éventuellement dus à cette occasion sont plafonnés. Forfait social, un taux réduit de 16% sera applicable au plus tard le 1er janvier 2020 à des versements effectués sur un plan d'épargne retraite respectant certaines conditions. Le taux réduit actuellement réservé à certains PERCO est maintenu à titre transitoire. La possibilité de déduire de l'assiette de l'impôt sur le revenu les versements volontaires des épargnants sera généralisée à l'ensemble des produits de retraite supplémentaires. Cette déduction se fera dans la limite des plafonds existants, généralement 10% des revenus professionnels. Soulignons que les régimes de retraite supplémentaires à prestations définies ou les régimes chapeaux devraient prochainement connaître de grands changements via une ordonnance à paraître dans les 6 mois de la promulgation de la loi Pacte, au mois de mai. Nous vous la présenterons alors. Autres mesures sociales de la loi Pacte. Parmi les autres mesures sociales à retenir de la loi Pacte, citons notamment celle-ci. La représentation des salariés dans les conseils d'administration ou de surveillance dans les grandes entreprises est améliorée grâce à un accroissement global du nombre de représentants, un renforcement de la formation de ces derniers et l'interdiction de toute discrimination dans la procédure de nomination à des fonctions exécutives. Important à savoir, désormais, le chef d'une entreprise artisanale, commerciale, agricole ou libérale doit obligatoirement déclarer l'activité professionnelle régulière de son conjoint dans l'entreprise et le statut choisi par ce dernier. À défaut de statut déclaré, le conjoint du travailleur indépendant est réputé salarié. Le régime des volontaires internationaux en entreprise est modifié par la diminution à 183 jours de la durée minimum que le volontaire doit passer à l'étranger et par la mise en place d'une amélioration dérogatoire du taux de l'indemnité supplémentaire de séjour. Un régime spécifique est institué pour les bonus des preneurs de risques travaillant au sein des établissements de crédit, sociétés de gestion de portefeuille et entreprises d'investissement. La part variable de la rémunération des preneurs de risques peut ainsi désormais être réduite ou restituée par dérogation à l'interdiction des sanctions pécuniaires, et ces bonus récupérables sont exclus de l'assiette de calcul de l'indemnité de licenciement et de celle accordée par le juge en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nulle. Dans le prochain magazine de juillet-août, nous vous présenterons tout ce qu'il faut retenir de la loi Pacte en matière de droit des affaires et des sociétés, et notamment sur l'intérêt et la raison d'être des sociétés, le commissariat aux comptes, les conventions réglementées, les nouvelles contraintes pour la direction et l'administration dans les SA, le nouveau concept de la société à mission, les mesures pour inciter les entrepreneurs à adopter le statut de l'EIRL, le renforcement de la protection du conjoint du chef d'entreprise, les nouvelles relations entre les experts comptables et leurs clients, etc., etc. Actualité juridique du mois, loi de réforme de la justice. Poursuivant les objectifs initiés par la loi de modernisation de la justice du XXIe siècle, la loi de programmation et de réforme de la justice, qui comporte 110 articles, a été promulguée en mars 2019 et publiée le lendemain. Voici ses principales mesures de procédure civile et d'organisation judiciaire qui intéressent le droit des affaires. Étant rappelé que les quelques mesures de la loi affectant les règles de contentieux en matière sociale vous ont été présentées dans le magazine d'avril 2019.
Signalons que la loi comprend par ailleurs un important volet de procédure pénale et des mesures familiales, notamment en matière de divorce, de médiation familiale et de procréation médicalement assistée. Création du tribunal judiciaire. À partir du 1er janvier 2020, le tribunal judiciaire se substituera au tribunal de grande instance et au tribunal d'instance. Il deviendra ainsi la juridiction de droit commun en première instance, compétente pour toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature et de la demande, à une autre juridiction. Devant le tribunal judiciaire, dans certaines matières, en raison de leur nature ou en considération de la valeur du litige, les parties pourront se défendre elles-mêmes ou se faire assister ou représenter, outre par un avocat, par leur conjoint, concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un PACS, leurs parents ou alliés en ligne directe ou en ligne collatérale jusqu'au 3e degré inclus, et les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise. La procédure devant le futur tribunal judiciaire pourra, à l'initiative des parties lorsqu'elles sont d'accord, se dérouler sans audience. Elle sera alors exclusivement écrite. Cependant, le tribunal pourra décider de tenir une audience s'il estime qu'il n'est pas possible de rendre une décision au regard des preuves écrites ou si l'une des parties en fait la demande. Les oppositions aux ordonnances d'injonction de payer, statuant sur une demande initiale n'excédant pas 5 000 € et les demandes formées devant le TGI en paiement d'une somme n'excédant pas ce montant, pourront être traitées dans le cadre d'une procédure dématérialisée. Dans ce cas, la procédure se déroulera sans audience. Création de tribunaux de proximité. À partir du 1er janvier 2020, le tribunal judiciaire pourra comprendre, en dehors de son siège, des chambres de proximité, dénommées tribunaux de proximité, dont le siège et le ressort ainsi que les compétences matérielles seront fixés par décret. Cette mesure vise à garantir un maillage territorial répondant aux besoins de proximité et l'accès de tous à la justice. Il est probable que ces tribunaux seront localisés au siège des actuels tribunaux d'instance et seront compétents pour les contentieux de moins de 10 000 €. Résolution à l'amiable des différends. Depuis la loi de modernisation de la justice de 2016, avant de saisir le tribunal d'instance, donc pour les litiges d'un montant inférieur à 10 000 €, les parties doivent, sauf exception, avoir tenté une conciliation devant un conciliateur de justice ou justifier d'autres diligences entreprises pour parvenir à une résolution amiable de leur litige, à peine d'irrecevabilité de leur demande. Pour prendre en compte la future fusion des tribunaux d'instance et de grande instance, ces dispositions seront modifiées à compter du 1er janvier 2020. Médiation. Depuis le 25 mars 2019, le juge peut, en tout état d'une procédure, y compris en référé, lorsqu'il estime qu'une résolution amiable du litige est possible, s'il n'a pas recueilli l'accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu'il désigne. Notez que la disposition selon laquelle un médiateur ne pouvait pas être désigné par le juge pour procéder aux tentatives préalables de conciliation prescrites par la loi en matière de divorce et de séparation de corps a été supprimée. Service en ligne de médiation, conciliation ou arbitrage. Les personnes physiques ou morales proposant de manière rémunérée ou non un service en ligne de conciliation, de médiation judiciaire ou d'arbitrage sont soumises aux obligations relatives à la protection des données à caractère personnel et, sauf accord des parties, de confidentialité. Le service en ligne doit délivrer une information détaillée sur les modalités selon lesquelles la résolution amiable est réalisée ou l'arbitrage rendu.
Par ailleurs, notez que le prestataire de services en ligne ne peut représenter ou assister une personne en justice que par l'intermédiaire d'un avocat et que les membres de la plateforme en ligne qui donnent des consultations et rédigent des actes juridiques doivent répondre à certains critères, diplôme, compétences, agréments, absence de condamnation, etc. Après parution du décret ad hoc, les services en ligne fournissant des prestations de conciliation, de médiation ou d'arbitrage pourront faire l'objet d'une certification par un organisme accrédité. Changement de régime matrimonial. Le régime matrimonial est modifié par la nouvelle loi. La condition de 2 ans d'application d'un régime matrimonial pour pouvoir le modifier est supprimée. Est aussi supprimée l'homologation de l'acte notarié de changement de régime matrimonial par le juge des tutelles, qui était obligatoire en présence d'enfants mineurs. Injonction de payer. Le législateur a prévu le regroupement et la dématérialisation du contentieux des injonctions de payer et des injonctions de payer européennes pour permettre un traitement plus rapide de ces affaires. Les nouvelles dispositions entreront en vigueur à une date qui sera fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2021. Saisie des rémunérations. À compter du 1er janvier 2020, le juge de l'exécution connaîtra de la saisie des rémunérations, à l'exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Cette matière relevait auparavant du tribunal d'instance. Saisie immobilière. Auparavant, un créancier ne pouvait pas procéder simultanément à la saisie de plusieurs immeubles de son débiteur. Désormais, la saisie simultanée est possible, à condition que la saisie d'un seul ou de certains des immeubles du débiteur ne soit pas suffisante pour désintéresser le créancier saisissant et les créanciers inscrits. En cas de vente amiable sur une autorisation judiciaire, le prix et les frais de la vente devraient être consignés auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Désormais, seul le prix de vente doit être consigné. Publicité des décisions de justice. Tous les jugements doivent être mis à la disposition du public à titre gratuit sous forme électronique. Mais il faut souligner que les noms et prénoms des personnes physiques mentionnées dans le jugement, lorsqu'elles sont parties ou tiers, doivent être occultés préalablement à la mise à disposition du public, principe de l'anonymisation. Lorsque sa divulgation est de nature à porter atteinte à la sécurité ou au respect de la vie privée de ces personnes ou de leur entourage, est également occulté tout élément permettant d'identifier les parties, les tiers, les magistrats et les membres du greffe. Oui, et la loi précise que les données d'identité des magistrats et des membres du greffe ne peuvent pas faire l'objet d'une réutilisation ayant pour objet ou pour effet d'évaluer, d'analyser, de comparer ou de prédire leurs pratiques professionnelles réelles ou supposées. Cette interdiction de l'utilisation d'algorithmes permettant d'effectuer des traitements statistiques et du profilage des juges et des fonctionnaires du greffe est sanctionnée pénalement. Les tiers pourront, dans des conditions à définir par décret, se faire délivrer copie des jugements sous réserve des demandes abusives, en particulier par leur nombre ou par leur caractère répétitif ou systématique. Enfin, si en principe les débats sont publics, ils auront désormais lieu en chambre du Conseil, notamment dans les matières mettant en cause le secret des affaires. Dans ce cas, le jugement ne sera pas prononcé publiquement. Loi de simplification du droit des sociétés. La proposition de loi de simplification, de clarification et d'actualisation du droit des sociétés a été adoptée en première lecture par le Sénat le 8 mars 2018
puis par l'Assemblée nationale un an après, le 27 mars 2019. La deuxième lecture par le Sénat n'a pas encore été programmée. Pour autant, sans attendre le vote final et la publication de cette loi, nous vous communiquons les dispositions adoptées dans les mêmes termes par les deux chambres, puisqu'elles ne seront plus modifiées. Vous êtes ainsi prévenus à l'avance des changements qui seront apportés dans les prochains mois. Prorogation des sociétés. À défaut d'avoir été régulièrement prorogée, une société est dissoute de plein droit par la survenance de son terme. Pour prévenir une dissolution résultant d'un oubli des associés, les associés doivent être consultés sur la question de la prorogation de la société un an avant son terme. La loi de simplification du droit des sociétés ajoute une procédure de régularisation destinée à permettre aux associés de proroger la société après la survenance du terme. Ainsi, lorsque les associés n'auront pas été consultés un an au moins avant la date d'expiration de la société, un associé pourra, dans l'année suivant la survenance de cette date, demander au président du tribunal statuant sur la requête de constater l'intention des associés de proroger la société et d'autoriser la consultation des associés, dans un délai de 3 mois, aux fins de régularisation, en désignant le cas échéant un mandataire de justice chargé de provoquer cette consultation. Régime de fusion simplifié. Actuellement, l'absorption par une société par action ou par une SARL d'une filiale dont elle détient 100% du capital peut être soumise à un régime simplifié. L'approbation des associés des sociétés absorbantes et absorbées n'est pas requise, sauf demande expresse d'un ou plusieurs associés de la société absorbante représentant au moins 5% du capital, de même que l'établissement du rapport des dirigeants et l'intervention des commissaires à la fusion et aux apports. Un régime similaire bénéficie aux fusions par absorption entre sociétés par action si la société absorbante détient au moins 90% des droits de vote de la filiale absorbée. Ces régimes simplificateurs, prévus en cas de fusion-absorption d'une filiale, vont être étendus aux fusions réalisées entre sociétés sœurs, aux apports partiels d'actifs d'une société mère vers une filiale et aux fusions entre sociétés civiles. Rachat par une société de ses propres actions. D'un côté, les conditions de rachat par une société cotée de ses actions en vue de les attribuer aux salariés ou dirigeants sont durcies par la loi de simplification. De l'autre, et c'est heureux, cette loi améliore le rachat par une société non cotée de ses propres actions. Ainsi, lorsqu'elle est appelée à autoriser le rachat d'actions, l'assemblée d'une société non cotée peut d'emblée permettre au conseil d'administration, au directoire ou aux dirigeants de sociétés en commandite par action et de SAS d'utiliser les actions rachetées pour une autre finalité que celle initialement prévue. Par ailleurs, actuellement, les programmes de rachat des actions de sociétés non cotées doivent respecter l'égalité des actionnaires, ce qui impose aujourd'hui de faire une offre de rachat à tous les associés ou actionnaires. La mise en œuvre d'une procédure aussi lourde est mal adaptée aux finalités poursuivies par les programmes de rachat d'actions. Aussi, afin de ne plus contraindre les sociétés à adresser une offre de rachat à tous leurs associés ou actionnaires, la loi supprime l'obligation de respecter l'égalité entre les actionnaires dans les programmes de rachat d'actions de sociétés non cotées. Augmentation de capital réservée aux salariés. Dans une société anonyme, une société en commandite par action ou une société par action simplifiée, lorsque les actions détenues collectivement par les salariés représentent moins de 3% du capital social, une assemblée générale extraordinaire des actionnaires doit actuellement être convoquée tous les 3 ans
pour se prononcer sur un projet de résolution tendant à réaliser une augmentation de capital réservée aux salariés adhérant à un plan d'épargne d'entreprise. La loi de simplification du droit des sociétés prévoit de supprimer cette obligation qui s'est révélée en pratique inefficace pour favoriser l'actionnariat salarié, puisque dans les faits, la résolution présentée à l'échéance légale est systématiquement rejetée par l'Assemblée générale. Attention, est en revanche maintenue l'obligation, lors de toute décision d'augmentation du capital par rapport en numéraire dans une société par action, de se prononcer sur un projet de résolution d'augmentation réservé aux salariés. SA, augmentation du capital suivant le paiement du dividende en actions. Dans les sociétés anonymes, l'augmentation de capital consécutive à un paiement du dividende en actions rend nécessaire de modifier les clauses statutaires relatives au montant du capital et au nombre des actions qui le représentent. Cette modification incombe au conseil d'administration ou au directoire, qui ne peuvent déléguer qu'à leur seul président le pouvoir de le faire. Désormais, cette opération pourra être réalisée sur délégation du conseil d'administration ou du directoire par le directeur général, un directeur général délégué, le président ou un membre du directoire. SA, valeur mobilière donnant accès au capital. Une société par action peut émettre des valeurs mobilières donnant accès au capital, comme par exemple des obligations convertibles en actions ou des obligations avec bons de souscription d'actions. Lorsque le détenteur de ces valeurs mobilières exerce ses droits, le capital social est augmenté et il convient alors de modifier les clauses statutaires relatives au montant du capital et au nombre des actions qui le composent. Dans les sociétés anonymes, cette formalité revient au conseil d'administration ou au directoire, qui peuvent la déléguer au directeur général ou au président du directoire. Pour faciliter davantage la mise à jour des statuts, la loi de simplification prévoit de permettre également de déléguer l'accomplissement de cette formalité à un directeur général délégué ou à un membre du directoire autre que le président. SAS, clause statutaire. La loi de simplification du droit des sociétés prévoit de soumettre les clauses d'exclusion au même régime que les clauses d'agrément dans les SAS. Du coup, une clause d'exclusion d'un associé de SAS peut être adoptée ou modifiée par décision collective des associés dans les conditions statutaires. Les associés de SAS peuvent donc ainsi statuer à la majorité sur les clauses concernant le retrait forcé d'un associé et l'accueil d'un nouvel associé, et ceci de façon symétrique et cohérente. Cela dit, attention, l'unanimité des associés reste toujours requise si leurs engagements sont augmentés. Décision collective de SARL violant les règles de majorité ou de quorum. Actuellement, les décisions des associés de SARL modifiant les statuts prises sans qu'aient été respectées les règles de quorum et de majorité ne peuvent pas être annulées. La loi de simplification corrige cette solution choquante en prévoyant que les décisions prises en violation des règles de quorum et de majorité peuvent être annulées à la demande de tout intéressé. Notez que cette nullité sera facultative, ce qui laissera au juge une marge d'appréciation des circonstances dans lesquelles l'irrégularité a été commise. Remplacement des dirigeants. Dans une SARL actuellement, ce n'est qu'en cas de décès du gérant que le commissaire aux comptes ou tout associé peut convoquer une assemblée aux fins de le remplacer. La loi de simplification du droit des sociétés stipule que si la SARL se trouvait dépourvue de gérant pour quelque cause que ce soit,
ou si le gérant unique était placé en tutelle, le commissaire aux comptes ou tout associé pourrait convoquer l'assemblée des associés à seule fin de procéder, le cas échéant, à la révocation du gérant unique et, dans tous les cas, à la désignation d'un ou de plusieurs gérants. Dans une SA, est désormais réputé démissionnaire d'office le dirigeant placé sous tutelle, qu'il soit administrateur, président du conseil d'administration, directeur général délégué de SA classique et membre du directoire, directeur général unique, membre du conseil de surveillance de SA à directoire. Dans une société civile dépourvue de gérant pour quelque cause que ce soit, tout associé peut demander au président du tribunal, statuant sur requête, la désignation d'un mandataire chargé de réunir l'assemblée en vue de nommer un gérant. Afin d'accélérer la nomination d'un gérant en cas de vacance, la loi de simplification ajoute la faculté pour tout associé de réunir directement les associés à cet effet. Notez que cette dernière mesure est d'autant plus utile que, dans les sociétés civiles, la vacance de la gérance non régularisée dans un délai d'1 an est une cause de dissolution. Publicité de la cession de parts de société civile. Actuellement, les cessions de parts de société civile sont opposables au tiers après le dépôt au greffe de l'acte de cession. La loi de simplification assouplit cette formalité puisque le dépôt au greffe pourra être effectué par voie électronique. Fonds de commerce. La loi de simplification apporte 2 nouveautés importantes en matière de fonds de commerce. D'abord, l'acte de vente d'un tel fonds ne doit plus obligatoirement mentionner le chiffre d'affaires et les résultats réalisés par le vendeur. Ensuite, et c'est à souligner, le propriétaire du fonds peut désormais le donner en location-gérance, même s'il ne l'a pas exploité pendant au moins 2 ans. Cette mesure est à saluer car elle va certainement fluidifier la mise en location-gérance des fonds de commerce. Fixation du prix de vente par un tiers. Une vente n'est conclue que si les parties sont d'accord sur le bien vendu et son prix. Ce prix doit être déterminé par les parties, mais il peut être laissé à l'estimation d'un tiers. Dans ce cas, actuellement, si le tiers choisi ne veut pas ou ne peut pas l'estimer, il n'y a point de vente et la situation est bloquée. Or, la loi de simplification aménage le dispositif. Lorsque la fixation du prix de vente est confiée à un tiers par les parties, celles-ci peuvent désormais prévoir la désignation d'un autre tiers en cas d'empêchement du premier. Au terme de ce magazine, nous vous remercions de votre attention et vous donnons rendez-vous en juillet prochain. À bientôt.